soir tombait doucement sur Saint-Denis, drapant le vieil hôpital Saint-Nicolas d'un manteau sombre et velouté. Le vent, tel un vieux voyageur fatigué, soupirait dans les branches nues des arbres centenaires, laissant tomber ses dernières feuilles jaunies sur l'asphalte mouillé et luisant. À l'intérieur, sous la lumière tamisée et jaunâtre des lampes anciennes, flottait dans l'air une âcre odeur d'antiseptique, mêlée à quelque chose d'autre, d'insaisissable et d'inquiétant. Quelque part au fond des corridors sans fin, dans cette atmosphère de silence et de quiétude hospitalière, je continuais, comme tant de nuits précédentes, mon travail. Je m'appelle Nicole et je suis ici, aide-soignante. J'ai déjà dépassé la quarantaine et ces longues années passées entre ces murs, au milieu de visages pâles et émaciés et de gémissements doux à peine audibles, ont sans aucun doute laissé leur empreinte indélébile. Mais ni la fatigue croissante, ni l'habitude, apparemment bien ancrée, n'ont pu émousser ce sentiment vif et perçant qui me transperçait parfois, comme un fin et tranchant éclat de verre. Il faisait se serrer mon cœur douloureusement, dans l'appréhension de quelque chose d'inconnu, de terrible et d'inévitable. Notre hôpital est bien plus qu'un simple vieil édifice aux murs de pierre. C'est un véritable labyrinthe, tissé de milliers d'histoires humaines, imprégné des murmures des souffrances passées et des joies oubliées. Et ce mur, tel de poussiéreux et anciens volumes, gardait précieusement d'innombrables secrets et souvenirs. On disait que, dès l'époque de la tumultueuse Révolution française, ces murs avaient servi de refuge à un hôpital de campagne. Et avant cela, ils abritaient une paisible retraite de religieuses, dont les prières sincères se mêlaient aux gémissements des affligés. C'est cette stratification du temps, cette proximité constante et palpable avec la vie, et, simultanément, avec la mort imminente qui flottait entre ces murs, qui créait ici une atmosphère absolument singulière, presque indicible dans sa densité. Il y avait quelque chose d'insaisissable dans l'air même, un poids, comme une pression, imprégné de siècles d'histoire, de souffrances passées et d'une douleur inexprimée. J'aime les gardes de nuit. C'est dans ce silence profond, lorsque la grande majorité des patients est plongée dans le sommeil, que le bâtiment de l'hôpital lui-même semble s'animer, prenant son propre rythme unique, de discrets pas fantomatiques, un léger bruissement de drap à peine audible, de lointains soupirs navrés. Tous ces sons se fondaient en une seule mélodie envoûtante que j'ai appris à reconnaître et à distinguer. Mais parfois, cette mélodie prenait soudainement une tournure inquiétante, dissonante, des bruissements inexplicables, des ombres fantomatiques vacillant à la périphérie de la vision. Une sensation effrayante de présence invisible, étrangère. Tout cela est devenu une partie intégrante de notre réalité nocturne. Nous, le personnel soignant, nous nous efforcions de considérer tout cela avec une certaine dose d'humour, l'attribuant à la fatigue habituelle, au jeu d'ombre et de lumière, ou à une imagination débordante, mais quelque part au plus profond de nous-mêmes, dans ce recoin secret de l'âme où résonne encore l'écho d'une peur infantile et primale. Nous savions que ce n'était pas une simple illusion. Tout avait débuté quelques mois auparavant. Au début, ce n'était que de subtils indices, de fraîches bourrasques s'engouffrant à travers des portes apparemment scellées, des pas discrets et à peine audibles dans des couloirs entièrement vides, ou encore
une caresse légère, presque évanescente sur l'épaule. Lorsque je me retrouvais seule dans une pièce, d'abord, j'attribuais tout cela aux particularités de cette vieille bâtisse, à des conduits de ventilation oubliés, ou, avouons-le, à ma propre imagination fertile. Mais ensuite, tout devint plus fréquent, plus palpable. C'est alors que je commençai à la remarquer réellement. Son image m'apparut pour la première fois dans la chambre numéro 7, où gisait un homme âgé, souffrant d'une toux rauque et incessante. J'étais venue vérifier son état. Et au moment même où il sombrait dans un bref sommeil, mon regard s'attarda malgré moi sur le reflet de la vitre de la fenêtre. Derrière moi, dans le couloir désert, se tenait immobile une silhouette féminine, pâle, presque translucide, drapée dans une robe ancienne qui rappelait subtilement une tenue hospitalière des siècles passés. Son visage était voilé d'une légère brume de profonde tristesse, et ses yeux me regardaient droit devant, mais sans aucune lueur de vie, sans l'ombre d'une pensée, seulement une mélancolie infinie et dévorante. Je me retournai brusquement, mon cœur battant dans ma poitrine tel un tambour anxieux. Le couloir était vide, comme balayé par le vent, et seule la lumière terne d'une lampe de veille perçait à peine l'obscurité, se reflétant dans les vitres des fenêtres. Les silhouettes sombres des bureaux semblaient dissimuler un certain mystère, et je mis ce que j'avais vu sur le compte d'une fatigue ordinaire, d'un jeu d'ombre et de lumière. Mais l'image fugace, apparue un instant, s'était solidement ancrée dans ma mémoire, telle une mélodie obsédante et mélancolique qui refusait de s'en aller. Bientôt, elle se manifesta plus souvent, ces visions éphémères et effrayantes. Parfois, je l'aperçus du coin de l'œil, glissant silencieusement dans le couloir, allant vers un destin inconnu. D'autres fois, elle était assise sur une chaise dans une salle de repos désertée, absorbée en elle-même, telle une statue. Jamais elle ne s'approchait, jamais elle ne prononçait un mot, se contentant d'une présence silencieuse, un spectre discret et dolent, tissé de pénombre et de chagrin. Et je n'étais pas la seule à remarquer ces étrangetés. Même d'autres infirmières avaient commencé à partager leurs observations, ressentant une inquiétude inexplicable qui commençait à flotter dans l'air. Marie, toute jeune et sujette à des expériences mystiques, assurait que dans les vieilles ailes de l'hôpital, où résonnaient autrefois les voix d'enfants dans le service des plus petits, on entendait des pleurs discrets et affligés. Marc, quant à lui, homme très pragmatique et parfois même cynique, racontait des histoires d'objets tombant inexplicablement des étagères et de portes qui se refermaient d'elles-mêmes dans un léger grincement. Mais dès qu'il s'agissait de parler d'elle, de cette femme pâle à la robe défraîchie et démodée, la plupart préféraient garder le silence, évitant même la moindre allusion. Un soir, en faisant le tour des chambres et en vérifiant l'état d'un patient, j'ai soudain entendu un murmure à peine audible. Il provenait d'un coin sombre de la pièce où semblait figé, dans la solitude, un vieux fauteuil couvert de poussière. Lentement, le cœur battant, j'avançai, essayant de capter et de déchiffrer les mots prononcés. La voix était féminine, perçante, remplie d'un désespoir immense. « Aide-moi, ils emportent, ne me laisse pas. » Unemozomo sotoshi tagan. Ju parcourut mon corps,
Ce n'était pas le jeu des ombres, ni une courant d'air. Une peur palpable, presque tangible, s'empara de moi. Les mains tremblantes, j'ai déclenché l'interrupteur, inondant la pièce d'une lumière vive et crue. Dans le coin où mon regard s'était arrêté, il n'y avait personne. Seulement un vieux fauteuil, semblant oublié par le temps, se dressait solitaire, recouvert d'une épaisse couche de poussière séculaire. Pourtant, le murmure effrayant qui remplissait l'air une seconde auparavant s'éteignit soudain, comme si un auditeur invisible, sentant ma présence, s'était aussitôt tu, saisi par une nouvelle vague de détermination. Je me mis en quête de réponses. Les histoires de fantômes hantant les anciens hôpitaux semblaient être une banalité, un phénomène répandu. Mais que faire si cette entité n'était pas simplement un esprit errant, et si elle tentait désespérément de transmettre un message important? Cette pensée ne me laissait aucun répit. Alors, je me suis plongée dans l'étude des archives de ces vieilles institutions médicales, espérant y trouver la clé de cette énigme. Des revues anciennes, jaunies par le temps, des dossiers poussiéreux remplis d'histoires de maladies, des coupures de journaux jaunis, tout cela était méticuleusement examiné par mes doigts. Je cherchais la moindre mention de cette femme qui aurait pu être celle que je recherchais, celle pâle, aux yeux tristes comme sans fond. Et je l'ai trouvée. Dans un coin reculé d'une ancienne fichiste, ouverte dès l'aube du siècle dernier, s'est ouvert un dossier de patiente, Émilie Dubois. Elle fut admise à l'hôpital en 1918, en pleine Première Guerre mondiale, lorsque le monde était embrasé par le feu des combats. La raison de son admission fut un épuisement nerveux et une perte totale de mémoire. Émilie fut trouvée dans la rue, inconsciente, le regard vide, ne percevant rien. Personne ne connaissait son nom. Personne ne pouvait dire qui elle était, ni d'où elle venait. Elle passa près d'une année entière entre les murs de l'hôpital, plongée dans un silence oppressant et un désespoir total. Les mots semblaient l'avoir quittée à jamais. Elle ne faisait que contempler le monde environnant avec une tristesse indicible, profonde, qui semblait transpercer son âme même. Son départ fut doux et paisible, comme une plongée dans un sommeil profond. Son corps demeura non identifié, et elle trouva son dernier repos dans une fosse commune, sur l'ancien cimetière de la ville, envahi par les herbes. Le rapport médical indiquait visions permanentes, hallucinations auditives, peurs dévorantes et indescriptibles. C'est alors que ma conscience fut comme traversée par une illumination soudaine. Et si elle n'était pas simplement une victime parmi tant d'autres de la guerre, mais au contraire, l'une de celles qui, d'une certaine manière, avait utilisé cette guerre. Des bribes d'histoires de vieilles infirmières me revinrent en mémoire, celles qu'elles se racontaient à voix basse durant les heures les plus sombres de la vie à l'hôpital. On évoquait des expériences étranges, presque inimaginables, menées ici même, tandis que le monde extérieur s'écroulait. On disait que parfois, on amenait des gens dans ces murs, non pas tant pour les guérir, mais pour des raisons tout autres, inconnues, et que des diagnostics tels que épuisement nerveux ou perte de mémoire temporaire pouvaient n'être qu'un paravent adroit, savamment orchestré. À partir de ce moment, j'ai commencé à accorder une attention bien plus soutenue à la chambre numéro 7.
Depuis plusieurs semaines, elle était vide, gardant jalousement ses secrets. Les patients qui avaient eu le malheur de se retrouver dans cette chambre y avaient soit trouvé leur dernière heure, soit étaient transférés dans des services plus prometteurs. Néanmoins, l'atmosphère y demeurait invariablement oppressante, tel un air lourd, épais, imprégné d'une horreur indicible qui transperçait l'âme même. Un soir, alors que je rentrais par mon itinéraire habituel, j'ai entendu, provenant de la porte de la chambre numéro 7, un son à peine perceptible, évoquant le léger froissement d'une plume glissant sur le papier. Ma curiosité intérieure, mêlée à une appréhension croissante de quelque chose d'inexplicable, me poussa à m'arrêter. Prudemment, en veillant à ne faire le moindre bruit, j'ai entrouvert la porte. La pièce était plongée dans une obscurité totale. Seule une fine traînée de faible lumière provenant du couloir osait s'y aventurer. Au cœur de cette obscurité, penché sur un bureau, se trouvait un homme. Il portait un costume ancien et élégant, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés en arrière. Il écrivait avec une concentration intense. Dans un épais volume couvert d'une poussière séculaire, cet homme inconnu consignait quelque chose. Il était un étranger absolu dans cet hôpital. Lorsqu'il releva enfin la tête, nos regards se croisèrent. Il n'y avait dans ses yeux aucune trace de malice ou de surprise. Juste un calme serein et calculé, telle l'aube glaciale. Il esquissa un sourire à peine perceptible, presque insaisissable. « Toi aussi, tu cherches ? Proisnes ego tiki, parkat Nikolos, okutivaya tishinu. Ti iščeš odvetive etom rasadnike boli, ia zastila na meste, budto prevrativšis ve statuju. Serce očajanno kolotilos, potni majas ka samomu gorlu. Kto wie, edvas lajšno prošeptala ia, čuvstvuja, kak slova rastvorjajucia v vozduke. Ja, Kranitel, odvetil on, ne otrivajas od swojego zaniatia. Ego palci uverenno vyvodili bukvy na bumidž. Kranitel istorij, kotorje dolžni zhit večno, i tek, kto dolžni bit sterti iz pamjati navsegda. On povernulsia, drža v rukah starinni foliant. Solotoe tisnenie na obložke glasilo, Chronique de la souffrance, chronique stradani, eta bolnica, neprostosteni, sozdanie dlia iscelenia. Voici un véritable portail, un lieu où le temps lui-même semble s'être figé, là où les fils invisibles du passé et du présent s'entrelacent étroitement. Et elle, il inclina la tête imperceptiblement vers la fenêtre, comme s'il y voyait un interlocuteur invisible. Elle tente de nous prévenir. Elle essaie de nous transmettre un message. Qu'ici, derrière ces murs, quelque chose d'horrible est en train de se produire. Prise d'une anxiété grandissante, je fis un pas lent vers lui. Sur la vieille table, à côté d'un livre usé, reposait une photographie jaunie. Sur celle-ci, un groupe de femmes en austère blouse blanche, entourées d'hommes en costumes sombres et impeccables. Dans l'une des figures figées sur l'image, je reconnus avec étonnement le reflet de celle que j'avais récemment aperçue dans le verre d'une embrasure de fenêtre. « Voici, mes chers », résonna une voix masculine, lorsqu'il perçut la direction de mon regard. Les expérimentateurs. Ils ont impitoyablement exploité les souffrances des patients, leur douleur insupportable, leur terreur glaçante pour leurs recherches.
Il cherchait des moyens de manipuler la conscience humaine, de jouer avec la trame même de la réalité. Et Émilie fut l'une des malheureuses à en apprendre trop sur leur sinistre dessein. Il leva lentement sa plume, pointant du bout vers l'une des femmes immortalisées sur la photographie. La femme au regard perçant, froid et jugeant. Et ceci, ajouta-t-il, est le docteur Legrand. Sis Projet était véritablement monstrueux. Elle était convaincue que la conscience humaine n'était qu'un complexe ensemble d'impulsions électriques qui pouvaient être réécrites, modifiées, soumises à sa volonté. Et ce vieil hôpital, avec ses couloirs silencieux et sa pénombre, était devenu pour elle un laboratoire secret où elle menait ses horribles expériences. Une sensation de froid me transperça, comme une vague glaciale parcourant mon dos. Toutes ces années passées ici, travaillant comme infirmière, je n'avais ressenti qu'une lassitude dévorante et une profonde empathie pour les patients souffrants. Mais désormais, tous les phénomènes étranges et inexplicables que j'attribuais à l'ancienneté du bâtiment et au courant d'air prenaient tout leur sinistre sens. Ces sons étranges, ces murmures dans les salles désertes, ce n'étaient pas de simples fantômes du passé, c'étaient les échos de ces expériences monstrueuses, des signaux déformés, à jamais gravés dans les murs de cet endroit. « Que faites-vous ici ?» demandai-je, tentant de garder un ton aussi calme que possible, bien que mon cœur battît à tout rompre dans ma poitrine, tel un oiseau pris au piège. « Je recueille des histoires, » répondit une voix, grave et légèrement distante, « des histoires qui sont restées ici pour toujours, des histoires de ceux qu'ils avaient brisés, de ceux qui avaient courageusement tenté de résister, et des histoires de ceux qui étaient à jamais devenus une partie de ce cauchemar inexplicable. » Il tourna doucement une page jaunie d'un ancien livre. Y était inscrite, d'une main tremblante, le nom d'une de mes proches collègues, Marie. Sous son nom familier se déployait une longue et troublante liste de symptômes, comme le diagnostic d'une maladie de l'âme. Paranoïa dévorante, hallucinations terrifiantes, dépression atroce et profonde. Refit surface le souvenir de Marie, telle qu'elle était quelques semaines auparavant. Ses yeux emplis de terreur, sa voix basse murmurant à propos des ombres qui la suivaient sans répit. Elle avait démissionné, prétextant ne plus supporter l'atmosphère oppressante de cet endroit. Elle aussi est devenue une victime, prononça le gardien avec une pointe d'amertume, sa voix à peine audible. Son esprit était trop ouvert, trop réceptif à l'influence extérieure. Ils l'ont touché, brisé son esprit. Tout comme ils avaient touché Émilie, j'avais tout compris. La Dame Blanche n'était pas qu'un simple fantôme, mais plutôt un appel désespéré, un cri silencieux d'aide laissé par Émilie Dubois. Sa conscience avait été si torturée par des expériences impitoyables qu'elle était devenue elle-même l'incarnation de la douleur pure. Et maintenant, ces échos fantomatiques réveillaient les autres, ceux qui étaient au bord du gouffre, ceux qui vivaient eux-mêmes des souffrances insupportables. « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Il me regarda de ses yeux impénétrables, un regard où semblait résider une sagesse ancestrale. « Tu cherches, Nicole, » répondit-il doucement. « Tu ressens cette douleur, cette profonde injustice qui nous entoure. Tu ne l'ignores pas, tu ne fermes pas les yeux comme tant d'autres.
Il poursuivit, indiquant un vieux volume. Tu es prête à voir, et quand cela arrivera, ils commenceront à se manifester. Ces histoires ne doivent pas rester ensevelies dans l'oubli. Elles sont destinées à être racontées pour que ceux qui poursuivent de telles expériences sachent que leurs victimes ne sont pas oubliées, que leurs cris sont toujours entendus. À cet instant précis, la porte de la chambre s'ouvrit dans un fracas. Dans l'embrasure de la porte apparut une silhouette haute et pâle, vêtue d'une robe ancienne, comme échappée des profondeurs des âges. La Dame Blanche, et cette fois, elle se tenait plus près que jamais. 6 yeux, des lacs insondables d'une tristesse indicible, étaient fixés sur moi. Elle tendit lentement sa main décharnée vers moi, et dans le regard de ses yeux sans défense, je perçus quelque chose qui ressemblait fort à une supplique désespérée d'aide. Le gardien, qui se tenait à ses côtés, referma le vieux livre d'un bruissement discret. Le moment est venu, Nicole. Il est temps que tu fasses ton choix, que tu décides de quel côté tu te situes. Je reportai mon regard de son visage austère à l'image pâle de la Dame Blanche. Mon cœur me dictait de m'en aller, d'oublier tout cela, comme des centaines d'autres avant moi, de me dissoudre dans l'oubli, sans laisser de traces. Mais quelque chose en moi, une force inconnue, m'empêchait de le faire. Au plus profond de mon âme résonnait un appel doux, mais tenace, l'appel de ceux qui souffraient en silence, dont les voix avaient été impitoyablement étouffées. Je resterai, murmurai-je, ma voix tremblante, mais empreinte d'une résolution inébranlable. Le gardien hocha la tête, une lueur de profonde compréhension traversant ses yeux. Alors, bienvenue dans le monde des véritables gardiens, Nicole. Mais sache que c'est un chemin sans retour, dit-il d'une voix égale, mais empreinte d'une profondeur à peine perceptible. Tu deviendras une partie intégrante de cette histoire ancienne, et ta propre histoire, écrite au fil des siècles, sera également racontée. La lumière du long corridor vacillait faiblement, projetant des ombres tremblantes. L'air était imprégné d'une odeur âcre d'antiseptique qui se mêlait étrangement à autre chose, quelque chose d'ancien, de poussiéreux, comme imprégné de l'essence même du temps, de la douleur et d'un pressentiment vague et troublant. C'est alors que la Dame Blanche s'avança lentement vers moi, sa silhouette semblant fantomatique dans la pénombre. Son toucher était glacial, tel le contact de la mort elle-même. Mais cette sensation ne suscita en moi aucun rejet. Au contraire, elle ne fit que renforcer ma décision, la rendant encore plus inébranlable. Je sentis quelque chose d'insaisissable, mais de profondément ancré en moi, commencer à se transformer. Comme si je me réveillais d'un long et épuisant sommeil, je sentis que je devenais l'une d'elles, celle qui voit, celle qui se souvient, celle qui entend désormais le murmure silencieux et fantomatique dans les murs du vieil hôpital Saint-Nicolas, celle qui comprit que certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles s'immobilisent simplement en attendant que quelqu'un comme moi les entende à nouveau. Et qui sait combien d'autres destins jamais racontés et d'instants oubliés se cachent dans ces murs de pierre, attendant patiemment leur heure. La peur m'a quitté. Désormais, je porte en moi leur souffrance, leurs mots inexprimés, leur présence éternelle.
Et ainsi commença ma nouvelle garde de nuit. Une garde qui, je le pressens, ne trouvera jamais son terme.